Bienvenue dans ce nouvel épisode de Naturopathe en herbe, le podcast qui vous initie en douceur à la naturopathie. Avec des astuces simples et naturelles à intégrer dans votre quotidien, je vous guide vers une meilleure hygiène de vie. Je m'appelle Nathalie et je suis naturopathe en devenir. J'aime m'inspirer de la nature et de ce qu'elle offre pour accompagner mon bien-être physique et mental. Dans ce podcast, je vous emmène découvrir la naturopathie, ses principes et les outils qu'elle utilise. Je vous propose de comprendre comment rester en bonne santé avec plus de naturel dans votre vie. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Naturopathe en herbe. Habituellement, j'invite des naturopathes et j'ai décidé d'ouvrir ce podcast à d'autres professions du bien-être. Pour cette interview, je donne la parole à Jade, qui est lithothérapeute, et on va parler cailloux. Dans cet épisode, on fait connaissance avec Jade qui va nous raconter son parcours et son métier. Bienvenue Jade. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait très plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Merci. Alors Jade, tu as 34 ans, tu as été dans une première carrière responsable communication et marketing. Tu as vécu plusieurs années à Madagascar et on va revenir sur ce point dans l'interview. Aujourd'hui, tu es installée dans le sud-ouest de la France, dans les Landes, et tu es ce que j'appelle une lithothérapeute plus et éthique. On verra pourquoi aussi je parle d'éthique un peu plus tard dans l'épisode. Donc tu es une lithothérapeute plus parce que tu as plein de casquettes. Tu as une boutique en ligne sur laquelle tu proposes des pierres qui sont sourcées bien spécifiquement. Des malas, des bijoux, des initiations à la lithothérapie, à mélanger la lithothérapie avec l'aromathérapie, etc. Des formations professionnalisantes pour exercer avec les pierres, un podcast Lithothérapie & Co. Et tu organises le sommet de la lithothérapie en début d'année. Voilà. Yes, exactement, tu as tout dit. C'est ça. Alors, ce podcast d'habitude parle surtout de naturopathie. Peut-être que certains des auditeurs et auditrices ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est que la lithothérapie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une très bonne première question. Alors, la lithothérapie, c'est utiliser les pierres. Et en fait, on attribue des vertus aux pierres, comme on le fait en naturopathie avec les plantes, par exemple, qui vont soigner. Et bien là, on va utiliser les pierres pour se faire du bien et pour aller mieux. Ok. Et toi, comment tu en es venue à la lithothérapie ou comment l'usage des pierres est arrivé dans ta vie? Alors, c'est deux questions très différentes pour moi. J'ai d'abord eu les pierres quand j'étais à Madagascar, dont on a parlé tout à l'heure, mais j'ai utilisé les pierres principalement pour du beau. Voilà, je trouvais que c'était très joli. Je me faisais des bagues, je me faisais des colliers. Je les utilisais pour moi parce que j'ai trouvé tout simplement belles, mais je connaissais pas encore l'énergie des pierres. Et puis là où j'ai découvert la lithothérapie, c'est avec mon endométriose. Mon endométriose, où je suis allée voir un spécialiste qui m'a dit, écoutez, il n'y a aucune étude, mais allez vers les médecines douces parce que les médecines douces, ça aide. Donc, notamment, je suis allée voir une naturopathe. J'ai appris à manger, à enlever tout ce qui était lait, hormones, soja, moins de viande rouge, le gluten qui était très inflammatoire aussi. Donc, toutes ces choses-là. Et puis, il m'a demandé de tester d'autres choses. Donc, j'ai testé du shiatsu, j'ai testé plusieurs méthodes. Et je suis arrivée aux pierres, à la lithothérapie. Et ça m'a apporté vraiment beaucoup de soulagement. Je me suis dit que c'était juste incroyable. Et donc, c'est là où s'est fait ma rencontre avec les vertus des pierres. Ok. Je voudrais revenir un peu sur le fait, on a parlé de Madagascar. Il me semble que tu as passé 15 ans sur cette île. Est-ce que tu es née là-bas? Est-ce que tu as vécu ailleurs dans le monde? Alors, en fait, j'ai vécu 16 années à l'étranger et j'ai vécu dans plusieurs pays. J'ai vécu en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Sénégal et j'ai vécu à Madagascar à la fin aussi, mais c'était que 3 ans, c'était pas 15. En fait, c'était 16 ans tout à l'étranger, mais principalement en Afrique, dont 3 à Madagascar, les 3 dernières années, voilà, pour moi. Ok. Et dans ces pays-là, donc c'est là aussi où tu t'es, on va dire, initiée aux pierres, mais que par l'aspect esthétique. Oui, c'est ça. Après, c'est un autre environnement aussi parce que on n'en parle pas beaucoup, mais
le continent africain et surtout en Afrique noire, et, tout le monde est chaman, sauf que là-bas, ça s'appelle de l'animisme. Et c'est vrai que localement, les personnes sont beaucoup plus connectées à ce qui les entoure que nous en France, par exemple. On a perdu ces choses-là. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu l'habitude de grandir et d'évoluer avec cette connexion particulière aux autres, aux plantes, aux animaux, au destin, à ce qui peut se passer. Enfin voilà. D'accord. Donc tu as découvert la lithothérapie avec l'endométriose. Aujourd'hui, tu es lithothérapeute professionnelle. Est-ce que tu t'es formée? Est-ce que tu as suivi une formation? Bon, on sait que c'est pas reconnu, voilà, légalement, mais est-ce que tu as suivi une école ou tu t'es formée par tes lectures, par ton expérience? Comment t'as fait? Alors, en fait, donc la première chose, c'est que j'ai expérimenté sur moi avec l'endométriose. Et ensuite, effectivement, quand j'ai trouvé que c'était génial, je me suis formée. Donc, je suis partie faire une formation en lithothérapie, qui n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais qui finalement, avec le recul, était exactement ce qu'il me fallait. Et par la suite, j'ai continué à me former, à faire plein d'autres formations, à aller toujours plus loin, à faire des recherches, à lire des choses. Et je me forme encore aujourd'hui parce que je pense que plus on a un sujet d'expertise, plus on découvre en fait qu'il y a d'autres portes. Et en fait, j'ai tendance à dire que plus j'apprends, plus j'ai l'impression de ne rien savoir. Parce que en fait, c'est infini. Je sais pas si toi, ça te fait la même chose avec la naturopathie, mais tu vois, tu dis, ah oui, il y a ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis alors du coup, ça va en lien avec ça. Et en fait, on plonge et à chaque fois, on va toujours plus loin, mais c'est beau, c'est génial. Et donc, moi, je me forme en permanence. Oui, quand j'ai commencé à m'intéresser à la naturopathie, je me suis dit, ah bon, bah voilà, je vais étudier ça. Voilà, j'avais la liste des matières. Et en fait, je me suis dit, bon, bah voilà, le périmètre est fermé. Enfin, une fois que je les aurai étudiés, c'est bon, donc, je saurai tout. Mais quelle prétention! Et en fait, non, comme tu dis, en fait, on étudie, je sais pas, la gestion du stress ou l'aromathérapie, et ça ouvre encore d'autres portes derrière, et on fait le lien avec d'autres médecines douces. Enfin, ouais, c'est vrai que ça ouvre un champ, mais qui est infini. Et oui, comme tu dis, plus on apprend, plus on découvre, et plus on se rend compte de ce qui nous reste à apprendre. Tout à fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et puis, j'adore cette phrase de Tony Robbins qui dit que on est comme les plantes, en fait, comme la nature. La nature, quand elle évolue pas, c'est qu'elle est morte. Et je pense que nous, c'est exactement pareil. Et je pense que en tant qu'être humain, l'apprentissage ne s'arrête jamais, en fait. On apprend toujours. Tout à fait. Ok. J'ai parlé aussi en introduction moi, quand je t'ai découverte, c'était en septembre 2020, dans la Bloom Academy. Tu faisais un live de présentation sur les œufs de Yoni. C'était presque la première fois que j'entendais parler des pierres, etc. Et après coup, je me suis dit, tiens, je vais acheter un œuf de Yoni, je vais tester, on va voir ce que ça me fait ou pas. Ça m'a fait des trucs, mais c'est incroyable. Et quand tu t'étais présentée, donc t'avais raconté ton parcours, tes expériences à l'étranger, et aussi tu avais dit que tu sourçais tes pierres à Madagascar et qu'elles étaient sourcées de manière éthique. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu mets toi derrière ce mot éthique? Oui, bien sûr. Alors, faut savoir que pour être totalement honnête, une pierre ne peut jamais être 100% éthique parce que dans tous les cas, rien que pour arriver à nous, il y a forcément des transports, ça arrive d'assez loin, etc. Mais on peut essayer de faire attention à plusieurs choses. Moi, les choses auxquelles je fais le plus attention, c'est déjà de travailler avec le moins d'intermédiaires possible. Un petit peu comme on choisirait ses fruits et ses légumes au niveau des producteurs locaux, des agriculteurs de la région, plutôt qu'au supermarché. Eh bien moi, c'est la même chose en fait. J'essaie de prendre vraiment, de travailler avec des familles locales, de travailler en circuit court le plus possible. Comme ça, il y a moins d'intermédiaires, il y a moins d'impact aussi, moins d'empreinte carbone, etc. J'ai une meilleure visibilité, je sais d'où sort la pierre à la mine près. Je sais quelle famille travaille derrière chaque pierre, je sais au niveau de la taille comment ça se passe, qu'il n'y a pas de polissage chimique, je sais qu'il n'y a pas de travail d'enfant aussi. Je sais qu'au niveau des pierres, on respecte le rythme de la nature et des saisons. Moi, j'éduque beaucoup
mes clients à ça, c'est à se dire que voilà, les pierres, c'est pas un supermarché justement, et c'est pas demain, je vais un bois fossilisé. Non, si c'est la saison des pluies à Madagascar et que c'est impossible de les sortir des mines, on ne les sort pas et puis c'est tout. Il faudra attendre. Donc c'est toutes ces choses-là, le juste prix aussi, c'est l'avantage de travailler en circuit court, vérifier les conditions de travail. Enfin c'est toutes ces choses-là auxquelles on essaie de faire attention, même si comme on n'est pas tout le temps sur place, parce que moi je vais rendre des visites de temps en temps, on peut jamais avoir encore une fois être sûr à 100%, mais en tout cas c'est des choses auxquelles je fais très attention et j'essaie vraiment de travailler avec des personnes qui soient de confiance et qui soient vraiment le plus local possible. Est-ce qu'il y a des mines d'extraction en France, par exemple, qui seraient plus proches de nous? Oui, on trouve des pierres dans tous les pays. C'est juste que il y a des gisements, il y a des pays où il y a des gisements, par exemple Madagascar, on trouve à peu près de tout. En France, on va être assez pauvre, ou alors la qualité va être vraiment différente. Par exemple, on trouve de l'améthyste en France, mais ça va être une améthyste chevronnée, et puis ça va être des petits bouts. On va pas trouver des belles améthystes comme celle du Brésil. Ce sera pas du tout les mêmes. Donc voilà, en Espagne, par exemple, on va trouver de la pyrite. Il y a beaucoup de pyrite qui vient d'Espagne. On n'est pas obligé d'aller se prendre au Mexique. D'ailleurs, moi, les miennes viennent d'Espagne. Mais voilà, c'est vrai qu'en France, on est beaucoup plus pauvre au niveau des sols, même si on trouve pas mal de petites choses. Mais c'est beaucoup plus pauvre. Et puis, on va dire que c'est plus des pièces de collection, de passionnés qui vont aller voir des choses plutôt que voilà des pierres qu'on va pouvoir utiliser comme ça. Ok. Et donc, moi, je suis dans un parcours de naturopathie, donc je regarde un peu les naturopathes qu'il y a autour de moi, dans ma région et en France. Je sais que c'est quelque chose qui commence à prendre. Est-ce qu'en France, il y a aussi beaucoup de lithothérapeutes, ou est-ce que c'est une profession qui est encore discrète et peu connue? Alors, c'est déjà la première chose, c'est que c'est une profession qui n'est pas reconnue, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas de parcours. La naturopathie quand même a un petit peu plus évolué et commence à être de plus en plus reconnue en tout cas. Donc, ce qui est génial, big up à ça. Nous, en lithothérapie, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc, effectivement, déjà le problème qui se pose, c'est que tout le monde peut être lithothérapeute. C'est-à-dire que si toi demain tu veux dire que tu es lithothérapeute, vu qu'il n'y a pas de formation diplômante et reconnue, et que même si c'était le cas, tu vois, là en naturopathie, on sait quand même qu'il y a des grandes écoles qui sont renommées, et quand on sort de ces écoles-là, on se dit quand même que c'est bien. Enfin voilà, on a fait un parcours quand même de qualité. En lithothérapie, on n'a pas encore ça, donc on est vraiment très loin de ce parcours-là, ce qui est assez compliqué. Donc oui, il y a de très nombreux lithothérapeutes. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de lithothérapeutes qui naissent, des centaines qui naissent et des centaines qui meurent parce qu'ils n'ont pas les bons outils justement pour avancer, les bons outils pour se développer. Et c'est assez dommage parce que je pense que la plupart des lithothérapeutes qui viennent sur le marché, mais je pense que c'est comme quand on fait la naturopathie ou toutes ces médecines douces, c'est avant tout un appel de soi, et c'est souvent parce qu'on a soi-même connu la maladie ou soi-même connu des problématiques, hein. Et du coup, je trouve ça dommage parce que les personnes qui viennent, elles ont vraiment une envie de changer les choses, une envie de contribuer, et malheureusement, elles meurent avant d'avoir pu vraiment faire ce qu'elles étaient venues faire, et voilà, au passage, en plus, elles se fatiguent, elles se remettent en burn-out toutes seules. Donc c'est dommage que ce soit un métier qui soit pas plus encadré, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient faire de belles choses, mais voilà, ça viendra. Oui. Oui, on espère que ça viendra. Ça met du temps, mais bon, petit à petit, ça progresse. Exactement, parce que c'est un beau métier. Mais oui. Et d'ailleurs, comment toi tu le pratiques, la lithothérapie, donc à travers la vente de pierres ou de bijoux, de malak. Comment tu vois, comment se représenter? C'est quoi la journée de travail de Jade? Alors, la journée de travail de Jade, elle va être assez particulière parce que, alors déjà, si tu me le permets, je voudrais refaire un parti sur le lithothérapeute, parce que souvent, moi, on vient me dire, oui, mais lithothérapeute, moi, je fais pas des soins. Être lithothérapeute, c'est pas forcément faire des soins. Il faut le savoir, ça, c'est une branche de la lithothérapie, mais on peut vendre des pierres en étant lithothérapeute. C'est juste qu'on va être conseiller en lithothérapie. Bref, il y a beaucoup de choses sur ce mot-là. Moi, par exemple, je fais très peu de soins. J'en fais qu'à mes proches avec les pierres. Sinon, je fais pas du tout de soins.
Et donc la journée typique de Jade, alors c'est un petit peu particulier parce que moi je vis chez ma grand-mère que j'accompagne parce qu'elle est en fin de vie. Donc elle est assez ponctuée. Je me lève le matin par les infirmières, par les aides qui viennent, etc. Mais c'est l'avantage aussi de ce métier-là parce que moi j'ai choisi de faire tout en ligne. Certaines personnes vont avoir une boutique ou un cabinet ou faire des choses en présentiel. Moi, c'est entièrement digitalisé. Et ça s'est fait comme ça naturellement parce que j'ai lancé mon activité pendant la période de la Covid. En septembre 2019, il y a eu la Covid juste après. Et ça s'est développé comme ça et ça s'est très bien fait. Et en fait, donc la journée type de Jade, c'est de se lever et puis de prendre pas mal de temps. Moi, je suis Taureau, donc il faut savoir que prendre du temps pour moi, c'est très important. Et j'habite à la campagne, justement, tu l'as dit. Et c'est vrai que j'ai des chiens, j'ai la nature, j'aime bien me balader, j'aime bien prendre du temps pour moi. J'aime bien des fois prendre des bains quand j'ai des crises de froid avec l'endométriose. Donc voilà, regarder des films, allumer le feu de cheminée. Donc c'est une journée qui est ponctuée par mes envies et aucun jour ne se ressemble. Il y a des jours où je vais être full boulot et il y a des jours où je vais pas travailler du tout. En fait, c'est l'avantage de mon métier, c'est que je peux vraiment faire en fonction de ce que j'ai envie et de ce que j'ai besoin. Tu vois, par exemple, là, on enregistre le podcast, il est 20h. C'est parce que j'avais envie de le faire et que ça me faisait plaisir. Et il y a des moments où je vais avoir mes soirées entièrement libres et il y a des moments où je vais ne pas travailler du tout de la journée. Et le soir, je vais travailler à fond. Donc, tu vois, il n'y a pas vraiment de journée type. Il y a moi, mes besoins et ce que j'ai envie de faire. Et j'écoute beaucoup ma joie parce que je considère que quand on travaille, si on fait les choses avec le cœur et la joie, ça fonctionne toujours. Ouais, tu connais tes contraintes, tes échéances et t'adaptes après, tu t'organises comme tu veux, comme tu peux et surtout en suivant ce qui te met en joie et ce que tu as envie de faire aujourd'hui. C'est ça. Et mon rythme, je me rappelle que quand j'étais salariée, justement, ce qui m'embêtait, c'était que avec mes crises d'endométriose, après les repas, des fois, on était obligé de faire des repas en plus avec les managers, etc. C'était assez compliqué parce que derrière, je pouvais avoir des crises d'endo après manger. Et j'étais là à me tenir le ventre et tout le monde me demandait si j'avais mes règles. Non, j'ai juste très très mal. Voilà. Et en fait, là, l'avantage, c'est que je peux vraiment respecter mon rythme intérieur et c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là aussi. Et ça n'a pas de prix. Alors justement, ça me permet d'aborder la deuxième partie dont je voulais discuter avec toi. C'était plus la partie entrepreneuriat. Comment tu as géré la transition de ton travail salarié à la création justement de ton business? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça a mis du temps? Est-ce que tu as claqué la porte du jour au lendemain? Comment c'était? Alors, comme beaucoup, j'avais la maladie, plus un patron qui était pervers narcissique. Du coup, qui m'a poussée vers la sortie. Donc, ça s'est fait dans la douleur, mais en même temps, je le remercie parce que si ce n'avait pas été le cas, j'y serais peut-être encore. Donc, c'est toutes ces choses-là qui m'ont permis de me dire, allez, stop. Et donc, j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai eu le chômage. Et ça s'est fait de manière assez fluide parce que j'ai besoin d'un temps de reconstruction. Donc j'ai mis j'ai pris 1 an, mais sans mettre la pression. Je sais qu'il y a certaines personnes quand ils sont au chômage, ils disent oui, je suis sur l'état, machin, etc. Moi, c'était pas du tout le cas. Encore une fois, je rappelle, je suis Taureau, donc mes besoins d'abord. Je prenais le temps de me reconstruire. C'était vraiment une grande étape, et ça m'a permis justement de faire plein de choses. Moi, quand j'ai débuté avec Oda, j'ai débuté avec les malas. Donc, ça m'a permis de tester plein de fournisseurs en pompons, de tester plein de fournisseurs de perles, de faire appel à plein de choses et puis de faire mes petits tests petit à petit et de prendre en même temps ce temps pour me reconstruire dont j'avais besoin pour la maladie et puis pour ce mini burn-out que j'avais eu. Les malas, je t'interromps, les malas, ce sont des colliers de méditation? C'est ça. Les malas, ce sont des colliers de méditation, des colliers qui ont 108 perles, un petit peu comme le chapelet pour les chrétiens, et qu'on va venir égrener justement en récitant des mantras pour méditer. Et en fait, je les ai beaucoup utilisés justement à la fin de mon salariat pour m'apaiser et puis sûrement en protection. Et donc, en fait, j'ai voulu me lancer avec ça, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée en fait de faire ça avec Odage. Et donc, quand Odage s'est lancé en septembre 2019, il n'y avait que des malas et des bracelets. Comme quoi, ça a vachement évolué en 3 ans. Oui. Donc, ça s'est fait vraiment tout doucement.
Et puis je me suis lancée. J'avais encore le parachute de Pôle Emploi pour ceux qui savent, parce qu'on avait une compensation au niveau du chiffre d'affaires, etc. Donc je l'ai fait avec un filet de sécurité. Je l'ai fait vraiment avec beaucoup de douceur. Donc la transition a été assez douce finalement. Ok. C'est ça que j'admire aussi chez toi, c'est que aujourd'hui, tu as plein de casquettes. Tu es lithothérapeute, tu as les pierres, les malades, tu as des initiations en ligne, des formations, le podcast, le sommet. Des fois, quand je regarde ton compte Instagram et tout ce que tu fais, je me dis waouh, c'est énorme tout ce qu'elle fait. Et en fait, il faut pas oublier que tu l'as construit petit à petit, au fur et à mesure. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'ai suivi les opportunités. Parce que tu vois, quand je dis que je me suis lancée en septembre 2019, ce n'est qu'en août de l'année d'après, août 2020, que j'ai commencé à vendre des pierres. Ouais. Donc ça s'est fait. Alors j'ai eu la chance et la malchance, hein, parce que c'était à des tranchants d'avoir la Covid à ce moment-là et donc les confinements, ce qui a permis de ralentir les choses et de continuer à créer. Donc c'était une malchance parce que j'avais fait tout un plan, je voulais faire des marchés, des salons, etc. Mais du coup, je me suis développée en ligne et ça s'est fait vraiment très spontanément, très naturellement. Et donc j'ai eu les pierres et puis ensuite j'ai mis les Eudionie. Ensuite j'ai commencé à faire des ateliers l'été d'après quand vraiment justement tout ce confinement, tout ça s'était levé. Puis après, j'ai eu des personnes dans les ateliers qui m'ont dit « Ah, mais c'est génial, je veux absolument être formée par toi. » Je suis « Ah bon, d'accord. » Donc, j'ai commencé à créer une formation en lithothérapie pour 2 clientes suisses qui étaient venues à un de mes ateliers. Et puis, enfin, tu vois, tout c'est juste saisir les opportunités au fur et à mesure quand c'était juste, sans forcer justement. Tu vois, l'entrepreneuriat, ça n'a pas très difficile. Et d'ailleurs, tu vois, si tu me disais, Jade, à quoi t'as pensé avec Audace au début? Est-ce que tu aurais pu penser que tu aurais fait tout ça? Je t'aurais dit non, j'étais incapable de le concevoir dans ma tête. Moi, j'ai vraiment commencé avec des malas et des bracelets. Ouais. Tu vois, c'était impossible d'imaginer tout ça. Ouais, mais oui, oui. Enfin, t'as une vision de départ qui évolue après selon les opportunités et les rencontres que tu fais sur ton chemin. Exactement. Alors justement, ce podcast, tu vois, il est écouté par des curieux de la naturopathie et des élèves naturopathes qui vont se lancer dans quelques mois ou dans quelques années. Toi, maintenant, qui es entrepreneur depuis quelques années, tu as un peu de recul. Quels conseils tu pourrais nous donner à nous qui allons nous lancer? Qu'est-ce que tu as envie de nous transmettre? Fait vaut mieux que parfait. Voilà. Ça, c'est vraiment très important parce que souvent, ce qui va nous bloquer, c'est d'être perfectionniste, avoir le site internet, le bosser pour que ça soit magnifique jusqu'au bout. La réalité, c'est qu'on s'en fout. C'est comme les comptes Instagram. Je connais des comptes Instagram qui sont dégueulasses et pourtant les personnes, ils ont 1000 abonnés et d'autres qui sont magnifiques. On a vraiment envie on se croit vraiment dans un truc de magazine et pourtant ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ouais. Et ça, c'est parfait. C'est pareil pour tout, en fait. Des fois, on va bloquer sur certaines choses parce qu'on veut vraiment faire la perfection et parce qu'on veut tout faire. Tu vois, c'est comme si moi, on me demandait d'avoir une activité comme celle que j'ai maintenant. On va se comparer à d'autres et on va se dire, OK, moi, faut que je fasse ça. Non, n'oublie pas que moi, j'ai commencé avec des malas et des bracelets et pourtant, actuellement, j'ai maintenant une holding, 2 sociétés. Enfin, voilà, j'ai vraiment une activité florissante et je pense que le but, c'est de se dire, oui, il y a plusieurs possibilités. La chose, c'est de rentrer par une porte. C'est-à-dire choisir une porte d'entrée et ensuite construire autour de ça. Mais déjà faire un premier pas plutôt que vouloir tout de suite avoir le château, les douves, etc., le pont-levis. Non, commence par ta petite case et tu la feras évoluer. Et ce sera très bien et ce sera très juste et c'est OK, en fait. Okay. Voilà. Et la deuxième chose aussi, c'est de cultiver un mindset d'acier. Parce que la plupart du temps, on cherche les bonnes stratégies, les bonnes tendances, etc. Et en fait, ce que je dis souvent, c'est que c'est comme quand on veut perdre du poids. La réalité, c'est que la stratégie pour perdre du poids, on la connaît tous. L'alimentation, le sport, le sommeil, on essaie. Ce qui fait que on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est que ça va tenir dans la tête, on va tenir sur la durée, on va tenir sur la longueur. On va avoir cette motivation, cette volonté, cette discipline. C'est pareil quand on est entrepreneur, en fait. Les bonnes stratégies, les bonnes, tout ça, on s'en fout, tout peut se trouver partout. Par contre, cultiver son mental et se dire que quand on tombe, c'est comme un enfant, il faut se relever à chaque fois et se dire que c'est pas grave et vraiment tenir sur la longueur, c'est ce qui va faire toute la différence. Donc, cultivez vraiment votre mindset, cultivez ça, faites-vous accompagner. Moi, c'est quelque chose
je me fais coacher. Je me suis fait coacher assez rapidement et c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. C'est quelque chose que je conseille aussi. Mais d'avoir un réseau d'entrepreneurs, de se faire accompagner et de tenir, parce que la vérité, c'est que votre entreprise, c'est le reflet de vous. Quand vous allez pas, votre entreprise va pas. Ceux qui disent que c'est deux choses différentes, c'est du bullshit. Quand on a une société, c'est vraiment le reflet de soi. Je suis désolée, mais c'est vrai. C'est vraiment le reflet de soi. Et quand on va bien, notre entreprise va se porter bien. Et quand on va pas bien, ça va être la même chose. Donc, cultivez-vous qui vous êtes, votre vitalité, votre mental, parce que ça fera toute la différence. Ok. Donc petit à petit et un mental d'acier, les 2 conseils de Jade. C'est ça. J'ai encore 2 questions. Donc toi, Jade, donc tu fais partie pour moi des personnes qui m'inspirent et des personnes que tu vois que je prends pour modèle, où je me dis voilà, voilà, tu vois, je te contacte, je te demande conseil. Qui t'inspire, toi? Qui m'inspire, il y a pas mal de Par monde. exemple. En ce moment, qui m'inspire, moi, je fais partie d'un mastermind. Alors, je sais pas si vous connaissez, enfin, si tu connais ou les auditeurs qui écoutent connaissent un mastermind. C'est un groupement d'entrepreneurs, enfin, de personnes. Et en fait, moi, je suis partie d'un mastermind et à l'intérieur, j'ai des entrepreneurs justement qui font des choses incroyables et qui m'inspirent tous. Autant qu'ils sont, parce qu'ils sont à des niveaux de folie et que c'est quand même des personnes humbles et belles. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on pense toujours que quand on réussit ou si on va avoir de l'argent, déjà l'argent c'est un mot tabou en France, mais on doit tout de suite être en mode requin. Moi, je pense qu'on peut faire un business en étant bienveillant. Tu vois, c'est ce que j'essaie de faire aussi. Et donc, je suis entourée de personnes qui font des chiffres d'affaires impressionnants et qui restent des personnes magnifiques. Et en fait, toutes les personnes de mon mastermind m'inspirent énormément. Et c'est des personnes comme vous et moi. On les voit comme ça, on ne pense pas qu'ils ont ce niveau-là en tout cas, et qui sont pourtant juste dingues. Après, bien évidemment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus connues aussi, comme par exemple Tony Robbins, qui a été une de mes premières inspirations quand j'ai quitté le salariat, donc chaque personne a ses bons et ses mauvais côtés, mais qui reste une source d'inspiration. Voilà, donc j'ai beaucoup de personnes qui m'inspirent. Ok. Et alors, je l'ai pas mentionné au début de l'épisode et là, ça me revient en tête. Tu t'appelles Jade, tu as créé une entreprise qui s'appelle Oudage et tu vends des pierres. Comme tu le dis de temps en temps, c'était quand même un signe du destin, non? Je pense que l'univers a bien bossé. Je pense que c'est pas un hasard. Et c'est ce qui fait aussi que je suis assez persuadée d'être à la bonne place. Alors que pour autant, quand j'ai débuté, je pensais pas du tout à ça. Et un jour, quelqu'un m'a fait remarquer. Mais effectivement, il n'y a pas de hasard dans la vie. Les noms et les prénoms portent une empreinte. Donc, choisissez bien ceux de vos enfants. Et c'est vrai que oui, c'est assez incroyable. D'ailleurs, des fois, on me demande si c'est mon nom de scène, figure-toi. On me demande si c'est mon vrai nom. Et c'est vrai que ça m'avait effleuré l'esprit la première fois parce que je m'étais dit mais c'est trop, enfin c'est fait exprès, c'est pas possible que ça tombe aussi bien. Mais si Jade, donc Oudage qui est le verlan de Jadou qui était ton surnom. Exactement, c'est ça. Sauf que du coup, c'est écrit avec 2 O au lieu de OU parce que ça veut dire magie en sanskrit. Voilà. Une dernière question avant de te laisser le mot de la fin. C'est quoi ta pierre chouchou ou ta pierre du moment? Alors, ma pierre chouchou, c'est le bois fossilisé. Je vais pas être pour ceux qui, voilà, tu n'es pas très étonné. Pour ceux qui me suivent, ils le seront pas du tout. Le bois fossilisé, c'est vraiment une pierre qui, en fait, c'est du bois. C'est un fossile déjà. C'est du bois qui est devenu pierre avec le temps, donc qui a mis des millions d'années pour se transformer en pierre. Je pense encore une fois que c'est mon côté taureau qui parle, mais du coup c'est une pierre d'ancrage. Et pour moi l'ancrage c'est très important. C'est aussi une pierre où c'est le bois, c'est la Pachamama qui a été témoin de tout ce qui s'est passé sur Terre. Le bois c'est environ 21 millions d'années. Et donc qui porte cette sagesse en fait de tout ce réseau tellurique, de tout ce témoignage du temps en elle que je trouve juste magnifique. Très bien, merci. Voilà. Et
Pour terminer cette interview, je te laisse le mot de la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Oudage? Ouais, vous pouvez me retrouver déjà sur Instagram si vous avez envie de suivre. Je poste tous les jours et aussi sur le podcast, bien évidemment. Tous les mercredis, il y a un nouvel épisode qui sort. Donc, si vous aimez la lithothérapie, allez-y. C'est des ressources gratuites. Si vous avez envie d'acheter de belles pierres, ce sera sur Oudage. Si vous avez envie de vous former, ce sera sur l'École des pierres. Et alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? On prépare déjà le sommet de la lithothérapie, la 2e édition, qui aura lieu en mars de l'année prochaine. Mais les interviews commencent déjà et ça va être plutôt canon. Mais j'en dirai pas plus. Je garde le suspense. Et puis, on a aussi l'Oracle des pierres qui est dans les tuyaux, qui actuellement est en train d'être dessiné par une illustratrice française. Et donc, qui sortira début d'année prochaine également. Et j'ai tellement hâte parce que c'est vraiment un projet sur lequel on travaille depuis des mois et qui va être juste dingue. Et puis il y a aussi l'organisation de voyages puisque beaucoup de personnes font de la lithothérapie, mais très peu de personnes vont à la rencontre des pierres. Donc moi j'aimerais organiser des voyages avec certaines personnes à Madagascar, au Maroc, dans les pays où il y a des minéraux, pour les emmener avec moi et qu'on puisse aller ensemble à la découverte des pierres, aller directement dans les mines, aller dans la rencontre des personnes, des villages, des gens qui sont là. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qui arrivent. Mais oui, mais j'espérais que tu parles de l'oracle. Moi, je suis trop contente. Alors, du coup, si c'est dans les tuyaux. Oui, c'est dans les tuyaux. Ça prend un peu de retard parce que c'est très long de dessiner les cartes une par une avec les attentions. Et puis, il y a beaucoup de détails. Ça va vraiment être des cartes qui sont sublimissimes. Voilà, donc elles arrivent. Et puis après, il y a tous les textes. Et alors, rien que pour toi spécialement, ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une petite surprise puisque à chaque carte qui représente une pierre, il y aura également une méditation. Donc, il y aura 54 cartes et donc 54 méditations offertes, une par pierre. Voilà. Trop bien. Trop bien. Oui. Bon, écoute, j'ai hâte. Je reste connectée à ton compte Instagram, ça c'est sûr. Je remets les liens de ton podcast, de tes réseaux sociaux et de ton site web dans la description. Jade, je te remercie encore d'être venue sur mon podcast et d'avoir partagé ton expérience. Et c'était un bon moment. Merci à toi. Merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. J'étais ravie de parler de tout ça et j'espère que ça pourrait inspirer un petit peu ta communauté. Voilà. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. Si vous l'avez apprécié, faites-le moi savoir en le notant et en le commentant. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.